Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Toutes mes excuses pour ce retard. Un très grand retard d'ailleurs. Partagez ces directs au maximum et envoyez des cœurs pour nous aider à stabiliser notre direct et à atteindre un public beaucoup plus large. Voilà, maximum de partage. Bienvenue à vous tous. Nous allons analyser ensemble deux grands sujets avec des sous-thèmes très importants sur la situation sécuritaire à Kidal, également l'approche antiterroriste adoptée par l'État du Mali. Nous allons tenter d'analyser ensemble et formuler quelques recommandations à l'endroit de nos états-majors. Inch'Allah. Donc, je salue tout le monde. Bienvenue à vous tous. Partagez au maximum ces directs et envoyez des cœurs pour nous aider à stabiliser cette communication. Je m'apprête à faire des révélations très capitales aujourd'hui sur ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Kidal. Nous allons voir tout ça ensemble. Donc, je pense que vous pouvez me confirmer si vous me recevez très bien, si le volume est parfait. Et si on peut déjà commencer l'exposé. Kabefo kabefo wala imando ambalmo anga bi directi abi actoni ki enfin ambe afan folo ke français là ina fo ambe delika ke chomi ni ala sona ambi klakana deuxième partie ta bamanankana pour que jama famba bi se ka family soro chomi mali kono parce que nya fa chomi en la me baga ni flé baga ka mali doronte. Voilà, donc si vous me recevez très bien, si vous m'entendez bien, confirmez que le volume est bon pour qu'on puisse commencer. Nous sommes déjà 700 personnes, ça c'est déjà très important, donc partagez ces lives au maximum pour nous aider à atteindre un public beaucoup plus large et envoyer des cœurs pour stabiliser ces directs, parce que quand on commence à parler, il y en a qui se permettent d'attaquer notre live, mais nous avons déjà pris des dispositions aujourd'hui de bloquer et de retirer tous ceux qui se permettront de venir lancer des commentaires négatifs ou qui tenteront de venir laisser des messages indésirables. Voilà. Nous sommes là pour tout le monde. Nous voulons partager au débat public, mais nous n'avons pas de place pour l'indiscipline. Donc, beaucoup de gens confirment déjà que le volume est bon et donc moi, je vous reçois aussi beaucoup très bien. Merci de votre constance et nous allons commencer à analyser. Premièrement, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les récentes décisions administratives relatives à la situation sécuritaire. Vous entendez le plus souvent parler de couvre-feu. Donc, ce sont des mesures de police, des mesures administratives pour aider à stabiliser le pays, pour aider à rétablir. Abouakar Sibi, mon ami Wahhabia Abdoul Niang, oui, je suis Wahhabia.
Malheureusement, il y en a qui veulent coûte que coûte me chasser, que je ne suis pas un bon wahhabia. Donc, parfait. Et merci depuis votre position à Paris. Merci pour les clins d'œil quand même. Alors, les mesures, les couvre-feux, chaque fois que vous entendez qu'il y a le couvre-feu quelque part, il s'agit d'un appel à la prise de conscience qu'il y a un danger, qu'il faut se comporter de manière responsable, qu'il faut respecter les forces de l'ordre, les consignes sécuritaires, qu'il faut être observateur. Quand on instaure le couvre-feu, ça veut dire qu'il est demandé à chaque citoyen d'être un agent de renseignement, d'être un agent de la police, un agent de la gendarmerie, un agent des services de renseignement. Bref, ça veut dire que tous les citoyens sont appelés à devenir des soldats. À chaque fois que vous entendez qu'il y a un couvre-feu instauré, ça veut dire qu'il y a des menaces. Ça nous appelle d'abord à changer notre comportement. Nous avions certains droits, certaines libertés qui seront diminuées, réduites à cause d'un danger qui plane. Et quand un danger plane, chacun de nous doit se comporter de manière responsable, doit observer, doit aussi observer autour de lui qu'est-ce qui se passe et informer les autorités. C'est ce que ça veut dire. Malheureusement, on parle de couvre-feu, mais les citoyens parfois ne se sentent pas concernés. Ils ne savent pas parfois de quoi il s'agit. Donc, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur ça. Deuxièmement, le gouverneur de Bamako et le préfet de Kati ont interdit la circulation des camions bennes de 20h à 6h du matin. Ce message a été publié. Ce n'est pas parce que le gouverneur ne veut pas voir les camions circuler. C'est un message indirect que le gouverneur et le préfet envoient aux populations. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des menaces. Ça veut dire qu'ils ont reçu des informations. Le communiqué ne va pas vous préciser tout cela. Ça veut dire qu'ils ont des informations. Comme quoi certains veulent utiliser ces engins pour commettre certaines actions. Donc le fait d'empêcher la circulation de ces types de véhicules à un moment précis de la journée, ça veut dire clairement que il y a un danger lié à la circulation de ces engins. Et donc un appel indirect au peuple aussi d'être observateur, de regarder autour de toi. Si tu remarques quelque chose dans le voisinage, tu as un voisin suspect, tu vois un véhicule suspect, tu vois un comportement suspect, de le signaler auprès de l'autorité compétente. Voilà les messages que ces différents communiqués envoient aux populations. Donc j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus parce que parfois, on voit certaines choses sans avoir le temps de réfléchir et de se poser la question sur la profondeur de ces mesures de police mises en place par les autorités administratives de Kati et Bamako. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Situation sécuritaire au Mali et particulièrement dans la région de Kidal. Mes chers amis, le Mali est un pays béni. Le peuple du Mali est un peuple brave. Les forces armées et de sécurité du Mali sont professionnelles, aguerries et déterminées. Je ne le dis pas parce que je suis un Malien. Je suis en train de parler de manière objective. Vous ne savez pas encore ce qui était prévu contre le Mali le 25 avril dernier.
je vous avais dit que ce n'était pas le moment de parler de certaines choses. Mais vous aurez constaté que ces derniers jours, je commence à parler peu à peu pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Parce qu'il y a des gens, permettez-moi de bloquer et retirer un indiscipliné d'abord pour qu'on continue notre travail. Je vous ai expliqué. Je commence à vous expliquer progressivement la situation. Il y en a qui sont en train de dire la circulation à Kaï, la circulation vers Ségou, vers Kita. Moi, je ne vais pas être populiste. Je vais être clair avec tout le monde. Il faut que tout le monde intègre dans ses comportements que nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays en guerre. Donc, les gens qui vont dire je ne parviens pas à aller dans tel endroit, je ne parviens pas à aller à tel endroit, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au courant. Mais faisons moins de pression sur les autorités et les forces armées et de sécurité. Chacun doit mettre en tête et se comporter dans un pays en guerre. On ne peut pas vivre dans le pays comme si c'était un pays normal, comme s'il n'y avait aucun problème. Du tout. Ça, je vais être très très clair et franc avec tout le monde par rapport à ces questions. Nous sommes un pays en guerre. Chacun doit savoir se comporter en conséquence. Donc, je vais vous expliquer une partie de ce qui était en cours le 25 avril passé. Vous savez, en réalité, que le 25 avril passé, le Mali allait basculer dans l'inconnu. Tout était mis en place pour détruire complètement le Mali. Décapiter les institutions et l'armée en éliminant le ministre de la Défense et en éliminant le patron des services de renseignement et le président de la transition. Posez-vous la question sur le ciblage de ces trois personnalités clés. Dans un pays en guerre, cibler le président de la transition, cibler le ministre de la Défense pour l'éliminer et le patron des services de renseignement. Quelle est l'intention derrière cela? Est-ce qu'on a besoin d'être un expert en analyse stratégique ou sécuritaire pour comprendre l'intention de ceux qui avaient prévu ça? C'était de décapiter le Mali et créer les conditions d'un bain de sang à Bamako. Kidal allait tomber, la chaîne de commandement brisée, Gao Tombouctou allait sombrer et le Mali allait partir comme ça à l'eau. Ça allait ouvrir un boulevard pour les hypocrites qui sont les vrais commanditaires de ces attentats, la France et ses alliés, de revenir s'installer et mettre au pouvoir des traîtres à Bamako pour vendre Kidal aux terroristes, finir la destruction de l'armée malienne et tous les équipements que nous avions achetés et livrer le Mali à la France sur un plateau d'argent. Voilà ce qui avait été prévu pour le Mali. Et les commanditaires de ce complot n'ont pas lésiné sur les moyens. Ils ont mobilisé, écoutez-moi très bien, ils ont mobilisé plus de 12 000 combattants venus de la Mauritanie,
quelques combattants du Front Polisario, quelques supplétifs de l'armée algérienne, des terroristes venus de la Libye et une partie des terroristes venus du Nigeria. En plus de ça, nous avons appris, grâce à un média français, RTL, vous avez certainement entendu le chroniqueur qui a d'ailleurs révélé ce que Macron voulait bien cacher, et vous avez compris la colère de Macron face à ces journalistes l'autre jour. Ces médias français nous ont révélé que les légionnaires français faisaient partie des terroristes qui ont attaqué le Mali le 25 avril passé. Ces légionnaires français sont des nationalités ukrainiennes, mais sont des légionnaires de l'armée française, c'est-à-dire des mercenaires. Très important à retenir. Pour la bataille de la communication afin d'une désinformation massive, la guerre psychologique, créer des troubles et des tensions, casser le moral de l'armée et des Maliens pour précipiter la chute des institutions. Tous les réseaux de France Média Monde avaient été mobilisés. RFI, France 24, et que des Jeunes Afrique, même TV5, tous les médias français, algériens, mauritaniens, Al Jazeera, Al Arabiya de l'Arabie Saoudite, en plus des réseaux sociaux ou des centaines de comptes sur Facebook, Twitter, actuellement X, mais tous ces comptes ont été géolocalisés sur le territoire ivoirien pour inonder la toile de fausses informations, de fausses alertes afin de faciliter la chute des institutions à Bamako. Et parlant de Al Jazeera, dans le livre La face cachée du 11 septembre de Éric Laurent, on apprend que Al Jazeera est un média lié à la CIA, service de renseignement extérieur des États-Unis. Si vous analysez cette situation, vous allez vous rendre compte d'un certain nombre de choses. Comment la France et l'Algérie, qui prétendent que ce sont les putschistes qui sont au pouvoir à Bamako, qu'il faut aller à la démocratie, qu'il faut des pouvoirs légitimes à Bamako. Comment les mêmes pays peuvent préférer soutenir les terroristes, fournir les moyens matériels et financiers, fournir même des combattants pour renforcer les terroristes, pour déstabiliser un pays, renverser les institutions, afin de permettre aux terroristes de prendre le pouvoir à la place de ce que eux-mêmes appellent les putschistes. Ça signifie quoi? Les Français, les Algériens pensent que le Mali leur appartient et que les Maliens sont des moins que rien, qui ne peuvent pas décider qui doit les gouverner, mais plutôt les Algériens et les Français qui doivent décider ça à la place des Maliens. Une insulte grave à notre dignité. Et pour ce faire, ils préfèrent les terroristes au pouvoir, dédiés à leurs intérêts, que des putschistes qui sont des patriotes, qui s'engagent à préserver les intérêts de leur pays. Voilà la même chose qu'ils ont faite
en Syrie, chasser Bachar al-Assad sous prétexte qu'il est un dictateur, parce qu'il s'est battu pour les intérêts de son pays. Il n'a pas accepté de sacrifier son pays, de livrer son pays aux Occidentaux. Donc, on préfère les terroristes au pouvoir qu'un tel dirigeant. Donc, les terroristes dédiés aux intérêts de la France vaut mieux que le dictateur qui est dédié aux intérêts de son peuple. Voilà tout simplement la logique. Si vous observez leur narration, ils ont d'abord commencé par la communication à faire croire que l'armée du Mali ne vaut rien. Les terroristes sont parvenus à tuer le ministre de la Défense jusqu'à Kati. Ils ont multiplié des messages comme ça. Sauf que ce terrorisme que nous affrontons aujourd'hui n'a pas commencé avec le Mali. L'Algérie a connu sa décennie noire avant le Mali. Pendant cette guerre civile algérienne, où l'armée de ce pays se battait contre les terroristes du GIA, avant de finir par prendre le contrôle du terrorisme résiduel et de l'étendre sur le territoire du Sahel. Voici ce qui a été fait sur le sol algérien. Kasdi Merba, c'est l'ancien chef de la sécurité militaire, c'est-à-dire les renseignements militaires, et l'ancien premier ministre algérien qui a été assassiné en 1993 avec plusieurs membres de sa famille, tout juste près de la capitale Alger. Ça veut dire que l'exécution de personnalités militaires par les terroristes n'a pas commencé par le Mali. En 1993, l'ancien chef des renseignements militaires de l'Algérie, qui était d'ailleurs un ancien premier ministre, qui s'appelle Kasdi Merba, a été assassiné avec les membres de sa famille en 1993, juste près d'Alger, la capitale algérienne. Deuxième personnalité assassinée par les terroristes en Algérie, ça c'est Mohamed Boujaf. Mohamed Boujaf est l'ancien président algérien qui a été tué pendant une conférence publique. Pas à l'aube, hein. Pendant une conférence publique, il a été exécuté par les terroristes. Donc, vous constatez maintenant que ça n'a pas commencé au Mali, cette histoire. Alors, revenons à un point essentiel que j'évoquais tout à l'heure. La France, déterminée à renverser les régimes au Burkina, au Niger et à Bamako, sous prétexte que ce sont des régimes militaires, comme ils appellent la junte. Mais la France préfère, à la place des putschistes non élus, des terroristes qu'elle prétendait combattre au Sahel. Pourtant, la France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, chargé d'assurer la paix et la sécurité internationale. Cette même France préfère soutenir par des moyens humains, c'est-à-dire les légionnaires de son armée, des nationalités ukrainiennes, renforcer les terroristes avec ce personnel militaire pour renverser un pouvoir jugé illégitime, mais préfère d'autres personnes à leur place, qui ne sont ni élus, ni légitimes, et pire, qui sont des terroristes. Qu'est-ce qui pourrait justifier cette duplicité, cette hypocrisie française habituelle? Ça me rappelle une phrase
à la fois pathétique et révoltante d'un ancien diplomate français, agent des renseignements, Maurice Delaunay. Quand on lui a posé la question, à savoir pourquoi la France était capable de commettre l'assassinat politique en Afrique pour ses intérêts. Par exemple, armer les opposants guinéens pour renverser Sékou Touré et distribuer des faux billets du franc guinéen pour provoquer une crise économique majeure, armer les opposants afin de provoquer la chute de Sékou Touré. Mais au Cameroun, le pouvoir en place de Amadou Ahidjo, dédié aux intérêts français, était protégé par les services secrets français. Et donc, l'opposant à ses présidents, Félix Mounier, aimé par son peuple, a été assassiné par les services secrets français en Belgique pendant qu'il prenait un café. Il a été empoisonné. L'agent secret utilisé pour cet assassinat à la demande du président Ahidjo s'appelait William Bechtel. Son nom, son pseudonyme dans les services secrets. Et donc, on pose la question dans un documentaire à Maurice Delaunay, ancien ambassadeur français au Gabon, au Liban aussi, reste cadre des services secrets extérieurs français. On lui a posé la question, mais la France est capable de ça aussi? Il a répondu en ces termes, je cite, « Que faites-vous du passé de la France? Vous savez, la politique passe avant la morale. » Fin de citation. La politique passe avant la morale. Donc, pour les intérêts de la France, en Guinée, on arme l'opposition contre un pouvoir qui refuse de livrer son pays à la France. Mais au Cameroun, on contribue à l'assassinat des opposants à un régime dédié aux intérêts de la France. De la même manière, par ces temps qui courent en Syrie, on préfère chasser un président élu sous prétexte qu'il est un dictateur, mais qui protégeait les intérêts de son propre peuple, et pour le remplacer par un terroriste dédié aux intérêts occidentaux. Vous voyez l'hypocrisie et la supercherie de ces États. De la même manière, la France qui accuse Urbi et Orbi les autorités du Sahel d'être des putschistes qui ne sont pas élus, tout simplement parce qu'ils protègent les intérêts de leur peuple. La France préfère les terroristes au pouvoir en Afrique qu'un dirigeant aimé par son peuple, dédié aux intérêts de son peuple et qui refuse de sacrifier, de livrer son pays à la France. Vous savez pourquoi la France met tout en œuvre pour pouvoir renverser le régime au Sahel? Jetons un coup d'œil sur la situation économique de la France pour vous permettre de comprendre un peu les raisons derrière cet acharnement français contre nos États. La dette française, depuis 2022, la dette française connaît une ascension fulgurante, vertigineuse. L'ancien Premier ministre a déclaré devant l'Assemblée nationale de la France que la France est en danger de mort à cause de la dette. À cause de la dette. Au moment où je vous parle, la dette de la France se chiffre à 3 500 milliards d'euros. 3 500 milliards
d'euros. La dette de la France. Depuis que les États du Sahel ont chassé Air France, l'armée française, certaines entreprises françaises, depuis que la France a perdu l'or du Mali et du Burkina, l'uranium du Niger, la dette de la France est devenue, a pris une hauteur jamais égalée dans l'histoire de ce pays. 3 500 milliards d'euros de dettes. Ça veut dire que économiquement, la Grèce, qui fait partie des pays les plus pauvres de l'Europe, vaut mieux aujourd'hui en termes de santé économique que la France. L'Italie se porte mieux aujourd'hui économiquement que la France. C'est pas tout. La France est désormais un pays en dessous de la moyenne européenne, en dessous, à cause de la situation qui prévaut au Sahel. Parce que désormais au Sahel, il y a des régimes patriotiques qui ont pris le pouvoir, qui protègent les intérêts de leur peuple et qui travaillent désormais à asseoir la souveraineté, la prospérité économique de leur pays. Depuis cette date 2022, nous commençons à renforcer nos capacités, ouvrir des usines, rentabiliser, sinon maximiser notre part, notre bénéfice dans le secteur minier et renforcer notre armée avec des équipements modernes, sophistiqués, à la fois terrestres et aériens. Pendant ce temps, la France est en train de dégringoler du sommet vers le bas, avec une dette de 3 500 milliards d'euros. Le PIB de ce pays fait 3 000 milliards. Mais la dette, 3 500 milliards. Ça veut dire que la France est en danger de mort aujourd'hui économiquement. Demandez aux Maliens qui vivent en France comment le niveau de vie commence à monter. Même les formalités administratives qu'on pouvait faire à 200 euros, se chiffrent désormais à plus de 600 euros. La vie aussi est désormais de plus en plus chère en France. C'est dû à la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre espace. La France était 5e mondial économiquement, 5e dans les rangs mondiaux. Vous savez, la France occupe quelle place désormais? 14e. Certains disent non, 15e économiquement. Donc un pays qui était 5e puissance économique au monde est désormais à la queue et occupe la 15e position en si peu de temps. Ça veut dire que nous, ce pays, la France, vit de notre sang. Et à partir de 2022, il y a eu des régimes au Sahel qui ont réussi à nous arracher aux griffes de ces prédateurs. Protéger nos ressources pour nous-mêmes. Et dès lors, ce pays, la France, est en chute libre vers la catastrophe. Alors, vous avez vu que même les généraux français ne cachent plus. Ils déclarent à la télé que même s'il faut nous coloniser, qu'il faut le faire, que c'est leur avenir qui est en jeu. Pour renverser la situation, permettre à la France de s'enrichir à nouveau, de sucer notre sang. Ils cherchent à compter sur les terroristes, certains hommes politiques, certains religieux maliens, pour détruire notre pays et permettre à la France de revenir
boire notre sang. Si ce n'est pas la malédiction, ça c'est quoi? Essayons d'évoluer. Dans la région de Kidal, ce que les Blancs avaient prévu a malheureusement échoué. Mais les attentats du 25 avril ont eu des conséquences graves. Kidal, la ville de Kidal est tombée, mais l'armée est encore dans la région, notamment à Anefis, à quelques 120 km de Kidal, et à Aguelhok aussi. La reprise de la ville de Kidal n'est qu'une question de jours, Inch'Allah. Nous avons perdu notre illustre ministre de la Défense, paix à son âme, et d'autres victimes innocentes, des civils comme des militaires. Les cars, les bus de transport en commun brûlés. Les dégâts ont été énormes. Mais l'objectif de provoquer l'effondrement total des institutions du pays et de l'armée a échoué. Grâce au professionnalisme des forces armées et de sécurité de notre pays. L'armée est désormais en opération. Si vous vous rappelez, le 25 avril dernier, le terroriste qui a monté sur le toit du gouvernorat de Kidal pour descendre les drapeaux du Mali et faire monter les drapeaux terroristes, ce monsieur, il s'appelle Mohamed Agbaye. Il ne vit plus parce que lui et ses autres camarades ont été tout simplement foudroyés par un drone malien. Ils sont désormais en enfer. Il a été conduit en enfer. Lui ne vit plus. Et il a été anéanti exactement le 14 mai passé. Il y a juste 2 jours de cela, puisque nous sommes les 16. Ça veut dire que tous ceux qui ont posé certains actes à Kidal ou ailleurs, ils seront tous exécutés. Plusieurs chefs terroristes ont été éliminés, soit à Kassela, à la sortie de Bamako, dans la région de Gao, et même dans la ville de Kidal par les frappes de l'aviation malienne. Les opérations continuent. Au niveau des organisations terroristes, il y a désormais des tensions entre eux. Au moment où je vous parle, des tensions ont éclaté entre eux. À quel niveau? D'abord entre les terroristes conduits par Yad Agali et la CFR dirigée par l'imam Diko. L'organisation terroriste, le couple FLA-JNIM, était chargé de déstabiliser le pays militairement. La CFR était chargée de provoquer un soulèvement populaire à Bamako pour faciliter la chute du régime. Les terroristes ont posé leurs actions, mais la CFR n'a pas été capable de provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Ce qui a provoqué la colère de Alger et de Yad Agali. Ils sont en train de s'accuser mutuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'avez pas pu jouer votre rôle? Là est la situation actuelle. Parce que les services de renseignement maliens ont été vigilants, professionnels. Ils ont mis aux arrêts l'essentiel des meneurs de la société civile et de la classe politique à Bamako. Dès les jours des attentats du 25 avril, certains leaders de la société civile et politique ont été mis aux arrêts, y compris certains imams. Ce sont eux
qui, dans la confusion générale, avec la campagne de désinformation menée de l'intérieur et de l'extérieur, ce sont eux qui devraient provoquer un soulèvement populaire à Bamako. Malheureusement, ils n'ont pas pu remplir leur part du contrat. Les enquêtes se poursuivent et permettront de mettre la main sur tous les complices de ce complot. C'est pour cette raison que vous avez constaté, après les attentats du 25 avril, subitement la panique générale s'est emparée de Bamako. Les élèves ont même fui les écoles parce qu'on leur a fait croire que les terroristes sont descendus dans les écoles de Sénou jusqu'à Kabbalah, qu'ils ont envahi toute la zone. C'était une tentative de provoquer les soulèvements populaires à Bamako. Ces fausses alertes aussi n'ont pas permis de provoquer ces soulèvements populaires. Si vous vous rappelez, recevant le porte-parole de l'organisation terroriste, la CFR, France 24 posait la question à Etienne Fakaba, mais pourquoi est-ce qu'il y aura un soulèvement populaire, mais jusqu'à présent, pourquoi il n'y a pas de mécontentement, il n'y a pas de soulèvement populaire, il n'y a pas de grogne dans l'armée à Bamako? La question a été posée. Parce que il ne pouvait pas imaginer qu'après tout ce qui avait été mis en place, que le peuple n'allait pas se révolter contre les autorités à Bamako et faciliter la chute du régime. En plus, un autre point, les rumeurs circulaient quand ils ont été incapables de réussir cela. D'autres rumeurs ont suivi. On tentait d'attribuer la responsabilité de la mort de Sadio au président de la transition, au patron des services de renseignement, histoire de créer des tensions dans l'armée, pousser les militaires les uns contre les autres. Parce que il ne manquait que ça, le soulèvement populaire, des tensions dans l'armée pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Malheureusement, l'armée est restée digne et loyale malgré les quelques traîtres dans les rangs, et le peuple aussi est resté résilient, déterminé et patriote. En plus de ça, il y a désormais une tension entre le FLA et le JNIM. Le FLA est soutenu par la France, organisation terroriste. Le JNIM est soutenu par Algérie. Parfois, si vous voyez des dissensions entre ces deux, ça veut dire que les deux parrains sont en désaccord, Alger et Paris. Ce sont ces désaccords pour le contrôle ou l'influence sur la zone qui expliquent souvent des tensions entre les FLA et les JNIM. Sinon, ce sont les tentacules de la même pieuvre depuis 2012. Dans la ville de Kidal, le JNIM ne veut pas que le drapeau de l'organisation terroriste FLA domine. On préfère le drapeau du JNIM comme mouvement principal. Ces tensions aussi éclatent désormais entre ces deux entités terroristes qui sont dans la ville de Kidal, mais qui se replient de plus en plus. Alors, Dr Omar Mariko, à la veille des attentats du 25 avril, était parti rencontrer les otages maliens sur le territoire mauritanien à Fassal. Et là, c'est France 24 qui avait l'exclusivité de ces informations.
Vous avez compris maintenant pourquoi cette opération de communication. Dans la foulée, les terroristes du JNIM ont promis de libérer 4 militaires qui présentaient désormais Mariko comme les sauveurs des militaires pendant que l'État n'aurait pas besoin des otages maliens. C'était ça le narratif. L'objectif de cette mise en scène était d'ouvrir une brèche dans l'armée pour Oumar Mariko, de pousser les parents des otages vers Oumar Mariko, ainsi que les soldats, qui allaient permettre à ces derniers de provoquer des dissensions au sein des troupes et leurs familles. Cette opération aussi a été un échec. Alors, depuis le 25 avril, quelle est la situation? Quel a été le comportement de ces terroristes du FLA et du JNIM quand l'armée du Mali s'est retirée de la ville? Quel a été leur comportement? Les médias français ne vont jamais vous parler de cela. Et dommage que nos médias d'État aussi n'en parlent pas. Le seul exploit que les terroristes du FLA et du JNIM savent faire, c'est de violer les femmes qu'ils prétendent défendre, piller les magasins des pauvres citoyens, comme ils l'ont fait à Gao en 2012, à Tombouctou, à Kidal. Le 25 avril passé, quand l'armée s'est retirée de la ville de Kidal, les terroristes du FLA et du JNIM sont entrés dans la ville. Et qu'est-ce qu'ils font? Leur premier exploit: prendre les femmes et passer la journée à les violer. Ils ont passé toute la journée, les femmes étaient en train de crier, de pleurer, devant les caméras de TV5 qui étaient à Kidal, les caméras de Al Jazeera, les caméras de Al Arabiya de l'Arabie Saoudite qui étaient à Kidal, mais qui ont refusé de mentionner ces cas de viol massif contre les femmes Touareg, que ces gens prétendent soutenir. Piller les magasins, vous avez vu les images largement partagées sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire quelque chose, c'est très choquant, c'est énervant, mais je vous dis, dans la culture des Touaregs, vous ne verrez jamais un Touareg digne de ce nom violer les femmes. Vous ne verrez jamais ça. Ces gens qui sont à la tête de ces organisations n'ont rien de commun avec les Touaregs du Mali, du Niger, du Burkina ou des Arabes. Ce sont des gens qui n'ont aucune appartenance à notre pays. Ils n'ont aucune affinité avec nos populations. Un Touareg ne viole jamais, un Touareg digne de ce nom, imprégné des cultures et des valeurs Touareg, ne se comportera jamais comme ça. Prendre les femmes, les violer massivement pendant toute la journée. Ce sont des gens criminels venus de la Mauritanie, de la Libye, de l'Algérie. Ce sont eux, les Yad, les Al-Gabas, tous n'ont rien, aucun attachement à notre pays. Pour preuve, la plupart d'entre eux ne comprennent d'ailleurs jamais les langues parlées localement. Après ces forfaits, ces crimes graves, qu'aucune organisation de défense des droits de l'homme n'a encore dénoncé, voici comment un combattant du FLA, terroriste, comment il justifie ces viols. Écoutez très bien, c'est très choquant, mais je vais les lire à titre d'information. Et l'audio est largement partagé sur les réseaux sociaux. L'audio de
de ce discours en question, c'est en tamashek. Il dit, c'est halal de violer les femmes que nous avons trouvées là-bas. Vous qui vous plaignez, vous pensez qu'elles doivent être halal aux kafrs et aux esclaves noirs. Et pourquoi pas nous? En parlant des kafrs et esclaves noirs, il fait allusion aux militaires maliens. Ce sont des boutiques ouvertes, ces dames, qu'on pénètre et on en sort librement. Maintenant, on va se poser un certain nombre de questions. Comment des gens qui prennent des armes, soi-disant pour défendre la cause Touareg, une fois dans la ville de Kidal, la première chose qu'ils font, c'est de détruire tout ce que l'État avait construit. C'est de piller les magasins des populations Touareg et autres. Deuxième forfait plus grave, c'est de prendre les femmes tamashek Touareg et de les violer massivement pendant toute la journée. Toute la journée. Chers amis, comment des gens qui prétendent se battre pour l'islam, pour la religion, qui pensent que la femme doit s'habiller décemment, la femme doit se couvrir, que l'adultère est haram et qu'eux se battent pour l'islam et les musulmans. Une fois dans la ville de Kidal, la première action qu'ils posent, c'est de prendre les femmes musulmanes et les violer massivement toute la journée. Vous voyez ces gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Vous voyez la différence, le départ entre leur discours et leur pratique. Autre point, Amnesty International fait un communiqué hypocrite pour condamner un supposé blocus du JNIM sur Bamako, que ça c'est un crime contre les civils, ça c'est pas bon. Ok, on a compris ça. Ok, on a compris. Est-ce que le fait de cibler les bus de transport, les civils et leurs biens, le fait de cibler les camions transportant le carburant, le fait de prendre les chauffeurs et les exécuter sommairement, est-ce que ça a commencé au mois de mai? Non. Ça a commencé depuis le mois d'octobre. Où était Amnesty International? Pourquoi ce silence pendant tout ce temps? Pourquoi? Pourtant, à chaque fois que l'armée agit contre les terroristes, le lendemain ou le même jour, c'est Amnesty International qui est sur toutes les tribunes pour crier au massacre contre des civils. Il a fallu que Amnesty International... Je me pose cette question. Est-ce que c'est parce que les camions marocains ont été brûlés par les terroristes? Parce que ces terroristes sont les proxys algériens qui ont brûlé les camions marocains. Et donc, Alger règle ses comptes avec Rabat à travers ses proxys au Mali. Le Maroc a le pouvoir de se plaindre et d'inquiéter Amnesty International. Est-ce que c'est pour cette raison que Amnesty International a commencé à dénoncer l'incendie par les terroristes des camions citernes, des biens civils destinés à un usage civil, un crime de guerre, une violation grave du droit international humanitaire, DIH. Deuxième point, Amnesty International, dans son rapport, parle du JNIM, mais ne parle jamais du FLA. Pourtant, qui affirme publiquement être en coordination avec le JNIM pour déstabiliser Bamako
et tous les autres endroits du Mali. L'Amnesty International préfère parler du JNIM, parce que c'est Alger qui est derrière le JNIM, mais évite de parler du FLA, organisation terroriste, alliée du JNIM et soutenue par la France, principalement. Pour quelles raisons? On se pose cette question. Nous avons vu, au niveau de l'Union européenne, que M. Ramadan, les bras politiques des terroristes du FLA, cherche à rencontrer l'Union européenne. Il est aidé dans ce sens par la France pour soutenir l'appui de l'Union européenne dans leurs projets au Mali et au Sahel. Selon nos informations, jusqu'à présent, l'Union européenne, il y a beaucoup de pays de l'Union européenne qui sont méfiants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que la France est en train de leur présenter comme mouvement rebelle n'est qu'une organisation terroriste blanchie par la France. Et donc, à cause de cette duplicité et les conséquences d'une telle politique, plusieurs pays de l'Union européenne sont méfiants quant à reconnaître ou accepter une telle nébuleuse terroriste soutenue et financée par la France. Voilà donc pour la première partie de ces directs. Parlons maintenant de la deuxième partie, ça c'est l'approche antiterroriste adoptée par l'État du Mali. C'est là où je vais apporter quelques recommandations et voir maintenant au niveau de l'idéologie et ce qu'il en est. Donnez-moi juste 30 secondes, je vais boire un peu d'eau. Excusez. L'approche antiterroriste de l'État du Mali. D'abord, parlons de la disposition de nos troupes et de leur mobilité. Je ne suis pas un spécialiste de la stratégie militaire, mais en matière de terrorisme, je m'y connais un peu parce que c'est ma spécialité en tant que diplômé des sciences criminelles et également en tant que auditeur en fin de cycle en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Je me permets d'opiner un peu sur ces volets. Si vous prenez la disposition de nos troupes sur le terrain, vous allez vous rendre compte que ces terroristes ont quel avantage tactique sur nous, selon mes propres analyses. Les terroristes n'ont pas de camps militaires. Ils n'ont pas de poste de sécurité permanent. Ils n'ont pas de points fixes de convergence ou de rencontre. Ils sont mobiles. Ils opèrent en unité mobile. Ils se rassemblent massivement quand il s'agit de commettre des
attaques d'une envergure, mais une fois cette attaque terminée, ils se dispersent en petites unités mobiles. Ce qui fait que ils sont en quelque sorte insaisissables, parfois invisibles, parce que quand ils se dispersent, ils laissent motos et armes, et ils sont des citoyens normaux dans les villages, dans les villes, parmi les gens. Donc cette adaptabilité et cette flexibilité leur confèrent deux avantages tactiques sur nous: l'imprévisibilité et l'invisibilité. Ils peuvent nous surprendre généralement partout. C'est de cette façon. Ils nous voient, nous ne les voyons pas. On ne les voit pas toujours. Ils connaissent nos positions géographiques exactes, pendant que eux n'ont pas de position géographique exacte et permanente. Par contre, nos unités combattantes ont des camps militaires qui ne bougent pas pendant les 12 mois de l'année, qui sont statiques. Nos postes de sécurité aussi ne bougent pas. Donc, ce qui nous rend, selon mon entendement, pour les camps militaires, oui, ça c'est assez solide, assez puissant. Mais les postes de sécurité dans les villages, au niveau des frontières et d'autres zones rurales sont fixes, statiques, dans les 12 mois de l'année. Donc, ces terroristes connaissent ces positions. Ils ont des capteurs qui leur permettent d'espionner ces positions, connaître le nombre de militaires en poste, les équipements qu'ils détiennent, et donc pour les attaquer, c'est très facile. C'est très très facile. Alors, selon moi, c'est juste une réflexion personnelle. C'est pas quelqu'un de... Je ne suis pas un militaire qui parle. Voilà. Mes réflexions sur ce volet peuvent ne pas correspondre à la réalité militaire. Mais moi, je me pose tout simplement la question, est-ce qu'au niveau des postes avancés, dans les villages et autres, est-ce qu'il n'est pas temps d'éviter de créer des postes de sécurité permanents? Les postes qui sont dans les villages, dans les localités reculées, au niveau des frontières, est-ce que ce n'est pas mieux d'en faire des unités combattantes mobiles, adaptables, qui patrouillent dans les zones, qui ont des contacts avec les populations, qui parlent, comprennent les langues des populations locales, qui bougent beaucoup, permanemment. Ils n'ont pas de points fixes, permanents, de stationnement, mais qui bougent en fonction des mouvements de ces organisations terroristes. À mon avis, cette gymnastique permet de maintenir la pression sur ces gens. Au lieu des véhicules pick-up, des moyens roulants tels que les motos, exactement comme les terroristes, avec un ou deux pick-up, très normal, ou un blindé, mais avec des combattants aussi circulant à moto dans ces différents points et autres. Ça permet à mon avis, d'absorber même la problématique de l'insuffisance d'effectifs. Parce que quand les unités bougent beaucoup, par exemple, entre Bamako et Ségou, si les camps de Ségou bougent beaucoup, les unités au niveau de Dioïla, les unités au niveau de Fana bougent beaucoup le long de ces trajets, ça va être extrêmement difficile que les terroristes puissent poser une équation difficile à la circulation des véhicules sur ces corridors.
C'est une réflexion personnelle que j'ai menée. Deuxième point, il faudra que nos militaires, nos magistrats, les ministres, les préfets, les gouverneurs, il faudra qu'ils intègrent quelque chose de très important. Parfois, eux-mêmes contribuent à renforcer les terroristes sans le savoir. Comment ça se fait? Ceux qui nous attaquent ne le font pas uniquement par des armes létales. Ils n'ont pas seulement des Kalachnikov, des bombes, des EID pour attaquer l'État du Mali, ou du Burkina, ou du Niger. Ce ne sont pas seulement les armes létales qui sont utilisées par ces gens. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Ils attaquent les camps, ils attaquent les soldats, ils attaquent les personnalités, les civils, les bus de transport en commun, les citernes. Mais ils attaquent quelque chose de plus important. Beaucoup plus grave que tout ça. Deux choses. Ils attaquent surtout le tissu social, c'est-à-dire l'unité nationale. Ils essayent de pousser les ethnies les unes contre les autres, les religions les unes contre les autres, les citoyens contre les autorités qui les gouvernent. Ça, c'est très important à retenir. Comment ils le font? Par la propagande, la désinformation, et les médias et les ONG les aident à atteindre ces buts. Très important. Deuxième élément fondamental qu'ils attaquent, qui est immatériel. Ce qu'ils attaquent comme matériel, ça c'est le personnel militaire, les emprises militaires, les bus de transport, les citernes. Ça c'est des cibles physiques, des cibles matérielles qu'ils attaquent. Mais la deuxième catégorie de cibles est immatérielle. Et ça, c'est plus dangereux que l'autre. Première position, c'est le tissu social. Deuxième cible immatérielle, c'est la légitimité de l'État. C'est la légitimité de l'État qu'ils attaquent. En quoi faisant? Si vous prenez la situation réelle de notre pays, beaucoup de gens soutiennent les terroristes dans certaines zones du Mali, notamment la zone de Massina vers Ségou, de Mopti, de Bandiangara, non pas par conviction religieuse. Je vous renvoie au livre de Dr Ali Tunkara, mon professeur, Djihad à Kemassina, et son livre Analyse socio-historique des conflits au centre et au nord du Mali. Je vous renvoie également au livre de mon professeur en géostratégie, le colonel Atayer, qui dirige les troupes à Kidal aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que dans ces phénomènes terroristes, beaucoup de citoyens détestent, rejettent l'État du Mali à cause du comportement de certains magistrats, de certains policiers, certains préfets et gouverneurs. Donc, ces représentants de l'État, censés inspirer la confiance du citoyen, censés prouver l'efficacité de l'action publique, ont failli dans leur mission et quelque part ont été vus par les populations comme leurs bourreaux à cause de la corruption, de l'abus de pouvoir, du népotisme, de la négligence coupable. D'autres personnes sont venues
installer une administration parallèle jugée plus efficace et plus légitime par les populations que l'administration publique. Voilà pourquoi, au début de cette insurrection au centre du Mali, les populations étaient très contentes quand la Katiba Massina était en train de chasser la présence de l'administration publique. Une crise de légitimité et d'efficacité de l'administration publique à cause des comportements indélicats des fonctionnaires véreux. Malheureusement, ces pratiques continuent. À cause de ces pratiques administratives que j'appelle banditisme administratif, ils ont contribué à porter un coup fatal à la légitimité de l'État. Toutes sortes de discours mobilisateurs prospèrent contre l'État dans un tel environnement. Voilà la triste réalité. Et cette équation ne peut pas être résolue par une formule militaire. Il faut une approche non cinétique pour résoudre cette question assez délicate. Il s'agit de la gouvernance de notre pays à ce niveau. Très important à retenir dans notre approche pour faire face à cette situation. Mais il y a un autre élément qui porte un coup fatal à la légitimité de l'État. Or, la réussite de toute action militaire réside dans sa légitimité. Les médias, les ONG, les réseaux sociaux, les organisations internationales sont mobilisés pour agir contre la légitimité de l'action militaire. Présenter l'armée comme ennemi de telle ou telle communauté. Présenter les victoires militaires comme massacre des civils sans aucune preuve. Là, on est dans la guerre informationnelle menée contre notre armée et notre pays, avec comme objectif de délégitimer l'action de nos forces armées et de sécurité. C'est très grave ça aussi. Nous voyons les conséquences de ces pratiques médiatiques, des pratiques communicationnelles dans notre espace, dans la résolution de ces crises. Nous devons trouver les voies et moyens pour ça. Et là, c'est l'occasion pour moi de féliciter la DIRPA. Vous savez, la DIRPA a créé ces médias, la radio et la web TV, qui sont en train de mener une véritable communication de guerre, une véritable communication stratégique contre la désinformation, c'est-à-dire de manière globale contre la guerre informationnelle, et qui contribue à renforcer la légitimité de l'action militaire. Vous voyez la communication de Africa Corps, très importante aujourd'hui. Vous voyez de plus en plus cette communication de Africa Corps a un impact sur l'opinion. Les Maliens commencent à comprendre qui sont réellement ces soldats russes, diabolisés par les médias occidentaux pourtant. La communication est décisive en la matière. C'est le lieu pour moi de saluer surtout la télévision publique du Burkina Faso, la RTB, l'excellent Bienvenu Tonza et d'autres parmi mes confrères du Burkina Faso qui n'ont pas raté Emmanuel Macron, qui n'ont pas du tout manqué l'occasion offerte par les révélations faites par les médias français et qui l'ont savamment utilisé pour faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui au Sahel par la même France. On a l'impression d'avoir en face des médias qui sont conscients et qui sont dans un pays en guerre, qui sont conscients que leur pays est à la fois victime et objet d'une cabale médiatique. Malheureusement,
les grands absents sur cet échiquier, c'est l'ORTM. Le disant, c'est pas que je suis en train de critiquer. C'est pas que je suis en train de dénigrer. Parce que jusqu'à présent, l'ORTM est figé dans le journalisme classique. Ça, c'est la restitution des informations. Ce type ce mode de travail n'est pas conforme aux défis contemporains. Voilà pourquoi les citoyens se plaignent régulièrement de l'ORTM. Pas parce qu'ils sont contre le personnel de l'ORTM, pas parce qu'ils jugent incompétents, mais parce qu'ils veulent, cette chaîne publique, répondre à ces défis. Ils veulent un changement de paradigme. Ils veulent de nouveaux logiciels pour faire face à cette situation. Le professionnalisme est là. Le personnel qualifié est là. Il suffit maintenant d'interroger le logiciel. Et donc, je pense que à ce niveau, il y a beaucoup à faire pour qu'on puisse ensemble réussir à relever ces défis. L'ORTM fait beaucoup, mais il faut encore travailler à adapter la ligne éditoriale aux défis contemporains. Maintenant, le dernier point de mon exposé, ça concerne l'idéologie. Un point très important, l'idéologie. Dans toute organisation insurrectionnelle, qui veut combattre un gouvernement, qui cherche d'abord aussi à prendre le pouvoir, a besoin de quelque chose, une bonne cause, une cause qui séduit la population. Pour essayer de réussir à créer leur république fantomatique de l'Azawad, ces gens multiplient des campagnes de communication pour faire croire, et d'ailleurs les chaînes arabes les y aident, faire croire que l'État du Mali est en train de coloniser, c'est-à-dire que les Noirs du Mali sont en train de coloniser les Touaregs et les Arabes qui sont majoritaires à Kidal, et qu'ils sont musulmans par rapport aux autres populations du Mali, et que donc ces organisations ont pris des armes, c'est composé des Arabes et des Touaregs, pour leur religion, leur identité, leur indépendance vis-à-vis d'un État dirigé par des Noirs qui veulent imposer la colonisation à leur communauté. Voilà comment les manipulations médiatiques en France, à Alger, Al Jazeera, Al Arabiya tentent d'imposer. Malheureusement, ça c'est une cause que les commanditaires, les parrains de ce terrorisme essayent de chercher pour justifier cette action. Mais leur malheur a été quoi? Cette cause qu'ils ont fabriquée n'est pas ancrée dans les réalités locales. Les populations ne comprennent pas, ne voient pas le problème de cette façon. Donc, ils ont échoué dans cette campagne. Et c'est pour cette raison que les communautés Touareg arabes du Mali ont même formé une coalition au sein de Tamil Tamouzok pour dénoncer ces voyous qui ne parlent pas en leur nom, qui n'agissent pas du tout en leur nom. Donc, ce fut un fiasco. Ça pouvait être dangereux si cette cause avait été avait connu une appropriation locale de la part des populations. Ça pouvait être très dangereux. Pourquoi les trafiquants de drogue ne cherchent pas à prendre le pouvoir? Parce que leur cause, le peuple ne se reconnaît pas dans leur cause. Ce n'est pas une bonne cause, ça. De la même façon,
Ces organisations terroristes, la cause qu'ils brandissent pour obtenir l'adhésion des populations, pour réussir leur révolution contre l'autorité en place, ça c'est le paravent de l'islam qu'ils brandissent. Ce paravent-là, se faire appeler Abu Hamza, Abu Yahya, tenir des discours religieux, justifier leurs actions par les versets du Coran, traiter les autres de mécréants, dire que leur lutte c'est pour rétablir la charia. C'est le pays, dans un pays majoritairement musulman, cette cause peut facilement attirer beaucoup de personnes. Surtout la version de l'islam qu'ils brandissent est conforme à la foi de plusieurs musulmans. Et les pratiques qu'ils commettent aussi est conforme aux principes religieux édictés dans les textes sacrés reconnus par certains musulmans. Ça, c'est une cause qu'ils essaient d'utiliser, capitaliser pour atteindre leurs objectifs, conquérir les cœurs et les esprits des fidèles musulmans. Malgré tout, certains essayent de dire que non, le côté religieux, et laisser ça, ils n'ont rien compris. Ça, c'est le fondement idéologique du terrorisme. C'est très important à retenir dans cette analyse. Alors, pourquoi l'idéologie est importante? Et pourquoi la chaîne saoudienne Al Arabiya est venue au Mali faire un reportage pour soutenir les Jnim? C'est très important. Je vais vous permettre de vous expliquer certains événements géopolitiques majeurs qui vous permettent de comprendre cela. Partout où l'Occident se trouve en difficulté face au régime nationaliste et souverainiste, c'est l'idéologie islamiste qu'ils ont utilisée pour parvenir à leurs objectifs. Partout dans le monde. Je vais expliquer trois cas. Le premier cas, quand, dans le contexte de la guerre froide, quand les États-Unis voulaient combattre le communisme incarné par l'URSS, appelée aujourd'hui la Russie, l'Union soviétique soutenait un régime en Afghanistan, un régime communiste nationaliste. Ça, ce n'est pas conforme aux intérêts des Américains. Pour faire tomber ce régime communiste et permettre aux États-Unis de prendre le contrôle de ces pays pour ses ressources, son positionnement stratégique, parce que leur présence en Afghanistan permet d'emmerder la Chine et l'Iran. Les États-Unis ont créé les Moudjahidines. Abdallah Azam, le père du djihad, fondateur de l'université de Jeddah en Arabie Saoudite, un agent de la CIA. Lisez l'ouvrage de Brzezinski, qui était le conseiller à la sécurité du président américain à l'époque. Lui, il fait des révélations sur ce qu'ils ont eu à faire. Les documentaires existent aussi dans ce sens. Vous savez que la CIA a même distribué des Corans. Ils ont fait venir les Moudjahidines de par le monde pour soutenir les djihad contre la Russie en Afghanistan. L'objectif était de chasser l'Union soviétique de l'Afghanistan et gagner la guerre froide. Et donc les États-Unis allaient être une superpuissance dans le monde, seule puissance dans le monde. C'est pour cette raison qu'ils ont soutenu les Moudjahidines contre l'Union soviétique. Et c'est ce qui a donné naissance à Al-Qaïda, incarné par les Ben Laden et autres. Et donc, l'idéologie saoudienne, vous savez que Ben Laden est saoudien, et c'est les services secrets saoudiens qui l'ont amené au Pakistan, puis en Afghanistan,
pour combattre les Russes avec l'appui des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. Et donc, l'Arabie Saoudite, à travers l'idéologie, a mobilisé des milliers de combattants qui croyaient se battre contre des mécréants qui avaient envahi une terre musulmane. Et ça leur a permis pendant 8 ans, de parvenir à leur objectif qui était de chasser les Russes d'Afghanistan. Et c'est ce qui a précipité la chute même de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide où les États-Unis seront reconnus superpuissance mondiale. Deuxième théâtre où l'idéologie saoudienne a permis aux États-Unis de se défaire, sinon aux Occidentaux, de se défaire des régimes nationalistes ou communistes. Ça, c'est en Égypte. En Égypte. En Égypte, quand Nasser est venu au pouvoir, il avait une idéologie laïque, nationaliste. Il voulait l'union de tous les peuples arabes face aux États-Unis. Une puissance impérialiste. Donc, il a appelé les nations arabes à l'unité. La même armée arabe, le même peuple arabe. Et l'Égypte et la Syrie avaient même fait une fédération pour devenir un seul pays. Ça n'a pas eu une longévité par la force des choses. Et donc, Nasser avait réussi aussi à nationaliser le canal de Suez et le pétrole de son pays, les richesses de son pays. Sa révolution s'est étendue à d'autres nations arabes. Et c'est d'ailleurs lui qui a inspiré les Kadhafi et presque tous les grands leaders arabes nationalistes que nous avons connus, y compris les Saddam Hussein. Cet élan était une menace pour les intérêts américains et surtout pour l'Arabie Saoudite, où les peuples saoudiens voulaient que leur pays rejoigne la révolution de Nasser. Cela mettait mal à l'aise le pouvoir saoudien allié des États-Unis. Donc, face à l'unité des Arabes brandie par Nasser de l'Égypte, qu'on appelle le panarabisme, l'Arabie Saoudite va opposer les valeurs de l'islam en créant le panislamisme, c'est-à-dire créer l'idéologie islamiste pour diviser le monde arabe. Donc, au lieu de l'unité des Arabes, autour des nationalistes, basés sur des valeurs de la laïcité, l'Arabie Saoudite va utiliser l'islam. Non, 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 au lieu de l'union des Arabes, bon, moi je propose l'union des musulmans, l'islam. Parce que l'islam est l'identité commune des Arabes. Et là, ils vont créer le panislamisme. Et la Ligue islamique mondiale a été créée pour permettre de diffuser l'idéologie de l'Arabie Saoudite dans le monde. Une idéologie partout où elle s'installe attaque la démocratie, la laïcité et écarte l'idée de la nation pour l'idée de l'islam. C'est pourquoi ceux qui se reconnaissent dans ces courants vont dire qu'ils ne se reconnaissent pas dans le pays, mais dans la religion. Le pays n'est pas sacré pour eux, mais la religion. C'est là que c'est venu. Les États-Unis vont appuyer cette idéologie. Les frères musulmans vont naître dans cette mouvance pour fragiliser les institutions en Égypte. Et donc, les assassinats politiques vont suivre. Les Awahiri et autres sont nés de cette mouvance. C'est cette idéologie qui a permis aux États-Unis de combattre le panarabisme de Nasser pour imposer l'idéologie extrémiste de l'Arabie Saoudite sur l'Égypte. Vous voyez les conséquences sur ce pays aujourd'hui. Le troisième théâtre, ça c'est l'arrivée en 1979 de Khomeini, Ayatollah Khomeini en Iran, qui a menacé à la fois les intérêts américains dans la région et le pouvoir saoudien. Face à l'islam de Khamenei, qui est le schisme, l'Arabie Saoudite oppose tout simplement le sunnisme, le salafisme.
Vous voyez aujourd'hui les attentats dans les mosquées, en Irak, au Yémen, dans le monde musulman de façon générale, c'est à cause de cette opposition qui est historique, mais qui prend une proportion particulière à l'époque contemporaine avec cette rivalité géopolitique entre Khamenei et l'autorité saoudienne appuyée par les États-Unis. C'est-à-dire que l'idéologie est très importante dans ce conflit. Et donc, j'explique tout ça pour vous montrer que c'est pas pour rien aussi que l'Arabie saoudite est en train d'appuyer la même idéologie qui a permis aux Occidentaux de renverser les régimes nationalistes en Afghanistan, en Égypte, ils ont échoué en Iran. C'est exactement le même scénario qu'ils sont en train d'appliquer dans l'espace du Sahel. Utiliser l'idéologie pour recruter, justifier la violence et permettre aux Occidentaux de surfer sur ça pour renverser les régimes et pour appliquer leur agenda. C'est ça les deals qui existent entre ces trucs-là. Et donc, dans notre approche, au lieu de nous égarer dans les dénis de cette réalité, on doit travailler à créer des garde-fous à cette idéologie pour réduire la capacité de l'idéologie à recruter. Réduire sa capacité dans la propagande aussi, la diffusion de la propagande, et réduire la capacité de l'idéologie de provoquer le passage à l'acte terroriste. C'est l'idéologie, nous devons appliquer des discours, des politiques pour délégitimer le récit des terroristes. C'est ce qu'ils disent. En écoutant et donnant la parole aux victimes, les familles qui sont touchées et des anciens terroristes qui se sont repentis. Parce que ces gens, tous les beaux discours qu'ils tiennent, seules les victimes savent que ces gens, à quel point ces gens ils sont faux. Seules les familles touchées savent à quel point ces gens sont faux. Seuls les anciens terroristes qui ont vu la réalité, qui croyaient que c'était de l'islam, mais qui ont vu que ces gens sont pires que des mécréants, et au contraire, ils travaillent pour les pays qu'eux-mêmes qualifient de mécréants. Seuls ces gens-là connaissent mieux ces gens. Donc, il faut mettre en valeur les discours de ces catégories de personnes pour délégitimer ces récits trucs-là. Il nous faut aussi contrôler absolument la communication religieuse dans notre espace et surtout faire face avec courage et audace à la prolifération anarchique des lieux de culte dans notre espace. Parce que c'est destiné à conquérir l'esprit de nos citoyens pour les éloigner de leur pays, les éloigner de leurs autorités afin de les retourner contre leurs propres parents, leur propre pays. Et malheureusement, c'est à cela que nous assistons aujourd'hui. Fermer les yeux sur ces réalités, c'est faire preuve de trahison à l'égard de la patrie. Et nous devons faire face courageusement à tous les aspects, à toutes les formes de manifestation du terrorisme pour la sécurité de notre pays, la prospérité également. Donc voilà ce que j'avais à présenter aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment désolé pour ceux qui ne comprennent pas français, parce que je suis déjà épuisé. Ça fait bientôt 2 heures d'exposé, et donc je suis presque à bout. Je vous demande pardon, sollicite votre indulgence. Inch'Allah, je reviendrai ultérieurement sur la version Bamana de cette présentation. Je vous remercie de votre constance et Inch'Allah, on se retrouvera prochainement. Et sur la question aussi des volontaires, nous sommes en train d'y réfléchir. Et je pense que l'État saura trouver au moment opportun la bonne décision à ce niveau. Et je pense que si le temps le permettra, Inch'Allah, on va en parler. Voilà. Merci à vous tous et Shalom.